Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui pour continuer et arriver vers la fin, tranquillement, de ces bilans d'intersaison. Aujourd'hui, épisode 24 de ces bilans. Et pour aujourd'hui, on va parler des Jacksonville Jaguars. Pour ce faire, je suis d'abord accompagné d'Anto. Salut Anto, comment vas-tu ? Salut Alex, bah écoute, ça va super, merci. Tu vois, un peu comme un fil rouge avec GG qui avait toutes les équipes d'AFC, moi je continue avec les fameux chevelus de la ligue. Après notre ami Herbert du côté des Chargers, on va passer avec Lawrence. Et d'ailleurs, un petit clin d'œil, un petit coucou, parce que au moment où on enregistre, c'est l'épisode des Packers qui est sorti. Et Lawrence, il s'est bien fait shampouiner, hein. Il a eu les diminutifs de Conan le Barbare de la part de Doug et de Eden Shoulders de la part d'Alex de la Packers. Du coup, c'est un plaisir. Toujours un plaisir de parler. En général, Trevor Lawrence, il arrive toujours à choper des petites balles perdues par-ci par-là. Et bah là, en tout cas, aujourd'hui, pour le défendre, on accueille Antoine de Jaguars France. Salut Antoine, comment vas-tu ? Salut les gars, moi ça va très bien. Ouais, effectivement, je suis là quand même plus pour le défendre parce que c'est mon quarterback et mon franchise quarterback, donc forcément je vais le défendre. On aurait été beaucoup à l'époque où il a été drafté à le vouloir et je pense toujours aujourd'hui. Donc voilà, même si on aura le temps de parler de sa prolongation de contrat aujourd'hui et avec des avis, je pense, peut-être un peu divergents tous. Antoine, est-ce que tu veux te présenter pour nos auditeurs ? Ouais, tout à fait. Moi je suis Antoine, je gère la page Jaguars France sur Twitter depuis un certain temps, un certain nombre d'années. J'essaye de faire du mieux que je peux pour relayer l'actualité et tout ce qui tourne autour de la franchise et un peu plus aussi un peu plus loin sur la ville de Jacksonville parce que c'est une ville que j'affectionne. Voilà, je fais pas de live tweet parce que l'emploi du temps perso c'est pas que ça m'en interdit, mais c'est un peu compliqué pour moi. Et j'essaye de relayer du mieux que je peux parce que c'est une franchise qui me tient à cœur depuis de nombreuses années. Je pense que depuis 2004 ou 2005, je suis fan de la franchise. Et j'essaye à travers mon compte Twitter de relayer un peu cet amour-là et de si c'est possible de conquérir de nouveaux fans et de faire découvrir peut-être du coup la franchise, l'histoire de la franchise et ramener avec dans mon wagon, si je puis dire, de nouveaux fans en fait, parce que c'est une franchise qui est attachante, même si elle est pas forcément très très ancienne et très très respectable comme les Packers ou les Bears. Et on s'amuse bien, même si des fois on pleure un peu quand même, mais je pense qu'on peut s'amuser. Et j'essaye du coup de montrer cet amour-là à travers Twitter. Top. Et du coup, si la franchise déménage à Londres, est-ce que tu les suivras toujours ? Ça, c'est une vaste question. Déjà, je tiens à préciser, parce que je sais pas si tu vas en parler, mais il y a eu le conseil municipal de Jacksonville qui a accepté la rénovation du stade pour un montant énorme. Je crois que c'est plus de 2,5 milliards de dollars. Et du coup, cette nouvelle m'a un peu soulagé parce que moi j'avais un peu peur de cette délocalisation-là. Je sais que aux États-Unis c'est quelque chose qui se fait beaucoup, et moi je suis européen, donc je suis assez attaché aux villes. Et donc, pour répondre à ta question, Londres, ça me ferait quand même quelque chose. Tu vois, il y a des collègues à moi qui ont suivi les Chargers à San Diego. Ça leur fait quand même quelque chose de les voir ailleurs. Et moi, ça serait pareil. Je peux pas te répondre en fait. Je sais pas si je le suivrais. Ça reste les Jaguars, donc c'est une bonne partie de ma vie qui serait de fan, mais je suis pas sûr. Je peux pas te répondre catégoriquement oui non, mais ça serait quand même un déchirement pour moi. Je pense parce que la ville de Jacksonville, j'y suis allé. Et tu ressens quand même que les fans, même si ça se voit pas forcément dans les tribunes, ils sont attachés à leur franchise. Et pour ces gens-là, qui n'ont pas forcément demandé à ce qu'on déménage, ça me ferait un peu de peine quand même. Parce qu'il n'y a pas d'autres franchises à Jacksonville, si, il y en a beaucoup. Parce que j'ai l'impression que... Il n'y a pas grand-chose. Les deux seules équipes un peu importantes, c'est l'équipe affiliée des Miami Marlins au baseball. Donc les Jacksonville... je me rappelle jamais. Shrimps, c'est des crevettes. Enfin, ouais. Si tu verras le logo, c'est très particulier. Ouais, les Jumbo Shrimps. Jumbo Shrimps. Merci beaucoup. Et l'autre, c'est une équipe de hockey qui les Icemen. Les Icemen en EHL ou ECHL, il me semble. Et il y a pas
beaucoup d'autres franchises du coup professionnelles à très haut niveau, on va dire. Mais c'est pour ça que je pense qu'ils sont très attachés aux Jaguars, même si à l'extérieur on peut peut-être pas le ressentir de cette façon-là parce qu'on voit certaines tribunes qui sont un peu plus parsemées. Mais l'amour est quand même très très profond pour les Jaguars à Jacksonville en tout cas. Mais n'empêche, je suis d'accord avec toi. Oui, pardon, excuse-moi, Alex. Moi, je suis d'accord avec toi, Antoine. Je pense pas qu'il faut dire que le respect d'une franchise se traduit par sa longévité, parce que c'est vrai qu'il y en a qui prennent de haut les Jaguars peut-être pour ça, parce que la franchise est plutôt assez jeune. Mais en tout cas, ouais, quand tu vois les fans, quand tu les écoutes et que tu les suis sur les réseaux, je pense que leur passion est décuplée pour ça. Justement, ils vont contre monts et marais. Contre tous les haters des Jaguars pour leur jeunesse, et en tout cas non c'est cool. Moi je suis plutôt content aussi qu'il y ait le nouveau stade qui soit validé, parce que ouais, je pense que ça ferait quand même bizarre, je sais pas si une franchise se délocalisait, surtout en Europe. Mais surtout la grande question, c'est est-ce qu'il y aura la piscine dans le prochain stade? Ça, j'ai pas encore la réponse, mais je pense que il y aura. Enfin, c'est pas quelque chose. Pour moi, c'est pas un argument qui peut faire venir des gens au stade. Donc, c'est possible que ça soit abandonné parce que c'est un peu gadget et au début, c'était un effet de surprise. Ah ouais, il y a une piscine dans un stade. Maintenant, je pense que l'attrait est moins développé et pour moi, à mon avis, ça serait bien que ça soit mis de côté. Comme ça, on se recentrerait un peu plus sur des pas des vrais problèmes, mais il y a des choses dans le stade qui vont pas. Surtout l'ombre, en fait, parce que quand tu vas dans le stade, t'as pas beaucoup d'ombre et il y a beaucoup de tribunes qui sont complètement exposées au soleil. Et je trouve que régler pas des problèmes, parce que c'est pas des problèmes, mais des choses comme ça sont un peu plus importantes que d'avoir une piscine dans son stade. C'est très bien, ça fait un peu gadget, mais c'est pour la blague, hein. Ouais, je sais bien, mais moi, si on pouvait la mettre de côté, moi ça m'arrangerait. Et par contre, mettre un toit, ça c'est important. C'est la Floride, il fait chaud tout le temps, toute l'année. Et les gens se plaignent souvent parce que, en fait, ils se disent, mais on va cuire pendant 4 heures, on va littéralement cuire et potentiellement se mettre en danger. Parce que quand tu as 40 degrés sous le soleil, tu te mets peut-être un peu en danger. Mais non, ouais, je suis curieux de voir le temps que ça va prendre et le résultat final quand même. Top. Eh ben écoutez, on va pouvoir du coup parler de cette superbe franchise et de Jacksonville qui a quand même joué des matchs à Londres, mais qui globalement en a quand même plus joué chez elle à Jacksonville. Pour cet épisode, on va faire la même trame que d'habitude. On va revenir sur la saison de 2023, voir un peu les différents besoins lors de l'intersaison, alors qu'il y avait 29 millions de caps disponibles et une prolongation à faire de Trevor Lawrence, donc des moves un peu limités probablement. Les arrivées, les départs et en tout cas ce qui nous a plu et ce qui nous a moins plu. Passer à la draft et faire pareil, ce qui nous a plu, ce qui nous a moins plu, avant de passer sur 2024. Pour la saison 2023, vous avez fini en 9-8. Malheureusement, il n'y a pas eu de playoff à cause d'une défaite en dernière journée contre Tennessee à Tennessee. Anto, je vais te laisser commencer d'abord. Comment est-ce que toi, encore une fois de l'extérieur, tu as vu cette saison de nos amis de Jacksonville? Après un exercice 2022 plutôt superbement réalisé de la part des Jaguars. On attendait beaucoup. On attendait surtout, je pense, une victoire de division encore cette année, sans mettre du coup le point surprise qu'ont été les Texans. Mais ça a été une saison en 2 vitesses, parce que si je me souviens bien, les Jaguars, vous êtes en bye week en semaine 9. Et vous faites un 6-2, 6 victoires de défaite lors de votre vos 8 premières semaines. Et puis normalement la bye week qui sert à régler les petits défauts durant la saison et à remettre en ordre tout ça, vous j'invente c'est un peu l'inverse, et au lieu de remonter, les Jaguars ils se sont écroulés et vous terminez, vous faites un magnifique 3-5. Ouais, 3-5. Moi j'ai vu un 5, mais c'est peut-être englobé dans un 3-6 effectivement. Ouais. Et en fait, qui vous ruine la saison, parce que vous passez de premier de la division haut la main à les Texans vous passent devant. Alex l'a bien dit, vous perdez à la dernière semaine contre les Tennessee Titans. Je crois que c'est en plus c'est une petite revanche de leur part, parce que la saison d'avant c'est l'inverse. Je crois que c'est vous qui empêchez les Titans d'accéder aux playoffs.
Du coup, justice est faite. D'ailleurs, je crois que vous finissez pas cette année contre les Tennessee Titans. Je crois que la NFL, il vous sépare un peu et vous en avez marre de pourrir la saison l'un et de l'autre. Du coup, je crois que vous finissez contre les Colts. Mais en tout cas, ouais, cette saison un peu décevante parce que la saison d'avant, on avait vu des Jaguars avec du caractère. Un Trevor Lawrence. Alors moi, pour le coup, Lawrence, je suis plutôt team, je le défends. Moi, je suis plutôt un fanboys. Alors, j'ai l'impression que plus les saisons passent, plus il est difficile de le défendre. Mais on va essayer de continuer encore quelques années. Mais j'avais l'impression que il avait changé complètement d'état d'esprit, notamment en playoff contre l'autre chevelu du côté des Chargers, justement avec un match totalement maîtrisé. Et cette année, il n'a pas été mauvais, mais il avait des matchs sans, il passait totalement à côté, mais un peu comme à l'image que ce soit de la défense ou de l'attaque dans sa globalité. Et c'est bien dommage, et ça fait une saison où on reste un peu sur notre fin pour les Jaguars, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose à faire, et surtout que votre division cette année, elle se relève, parce qu'il y a les Texans du coup en surprise, les Titans qui ont fait une bonne off-season, et puis il y a quand même toujours les Colts en poil à gratter derrière, donc à voir. Antoine, pardon, excuse-moi, je te lance là-dessus. Toi aussi, qu'est-ce que, pareil, ton ressenti de la saison? Encore une fois, je suis d'accord avec Anto, deux vitesses, comme vous l'avez dit, le 6-2 avant la bye, et ensuite ça termine en 3-6, compliqué. Mais ouais, comment toi tu l'as vécu? Moi, ça va être difficile de rajouter quelque chose parce que je pense qu'Anto, il a absolument tout dit ce que je voulais dire. Mais je vais quand même essayer d'un peu approfondir. Mais moi, le ressenti que ça a été un peu des montagnes russes, comme tu l'as dit. C'était vraiment, on s'est peut-être vu un peu trop. Enfin, les Jaguars se sont peut-être vus un peu trop beaux dans le sens 6-2. Et je pense que le sentiment, c'était peut-être ça y est, on a réussi à franchir ce cap, de dire on nous respecte. Et je pense que ce sentiment-là, en fait, tu peux l'avoir que quand tu fais des longs runs de playoff. En fait, en saison régulière, ça veut pas dire grand-chose de commencer à 6-2, surtout pour t'écrouler de cette façon-là derrière. Et je pense que, je sais pas si c'était conscient ou inconscient, mais je pense que la franchise s'est dit, ok, c'est bon, là, on est en train de passer l'étape d'après, en fait, que les fans réclament et que les joueurs aussi eux-mêmes veulent franchir. Je pense que c'était ok, c'est bon, ça c'est l'année où on va franchir le cap. Et finalement, de te rendre compte que c'est pas ça, t'as pas franchi le cap finalement, tu t'es pas cassé la figure, mais t'as quand même été décevant par rapport aux aspirations que t'avais et aux projections que t'avais en début de saison. C'est peut-être encore plus décevant que finalement de faire une saison surprise comme on avait fait celle d'avant. Et je pense que ça fait encore un peu plus, ça montre encore le chemin à parcourir pour vraiment être sur la durée de la saison constant. En fait, je pense que c'est ça qui nous a manqué l'année dernière à l'intérieur des matchs. Et entre deux matchs, c'est la constance. C'est vraiment être régulier toute la saison. Que ce soit en défense, en attaque, il y avait des pics, des matchs ou des drives dans le match qui étaient vraiment très bons, la défense nous rendait la balle à l'attaque ou inversement. Et finalement, tu te rends compte que tout le temps, genre dans un drive, dans un jeu, dans un match, dans un quart-temps ou dans toute la saison, ça c'était toujours le même schéma. C'est-à-dire une action bonne, une action mauvaise, une action bonne, et du coup, finalement, en NFL, c'est peut-être le pire, parce que au lieu d'être nul, et du coup, t'attends l'année prochaine et tu draftes haut, ou alors tu te qualifies en playoff tranquille et tu laisses tes titulaires vers la fin de saison, te dire, ok, je prends un peu de repos, finalement, en fait, tu te retrouves à essayer de te battre avec les autres dans le, entre guillemets, ventre mou, la 6e, 7e place, et tu te fatigues encore plus. Pour moi, tu te fatigues encore plus, parce que mentalement, c'est plus dur de pas savoir ce que tu vas faire la semaine d'après, puisque finalement t'es inconstant et tu l'as vu toi-même toute la saison. Et je trouve que c'est un peu rageant. Mais d'un autre côté, je me dis, vu le dernier match, c'est peut-être pas une mauvaise chose qu'on soit pas allé en playoff, parce que finalement, ça veut peut-être dire qu'une équipe qui méritait plus que les Jaguars y a été. Et c'est quelque chose que moi je priorise, c'est tu dois le mériter. Et là, visiblement sur le dernier match, on ne le méritait pas. Et
ben tant mieux qu'on n'y soit pas allé, parce que je préfère me dire, bah tant pis on rate les playoffs parce qu'on était pas bon sur le dernier match, que ah bah on est ric-rac. Non, l'année dernière c'était la situation inverse, on a gagné chez les Titans, comme Anto t'a dit, et du coup, ou chez nous d'ailleurs, et là on a mérité notre place, parce que c'était win or die, c'est vraiment tu gagnes ou tu rentres chez toi. Et là, c'était la même situation, si je me souviens bien, on n'a pas réussi à le faire, et ben ok, ben on rentre chez nous, c'est la loi, c'est comme ça. Donc un peu décevant, mais d'un autre côté je me dis on n'avait pas suffisamment d'armes pour vraiment faire quelque chose, parce que c'est pas méchant, mais aller en playoff pour faire de la figuration et être nul, franchement je préfère. Enfin, après être en playoff c'est toujours cool, mais tu retiens pas les équipes qui ont été en playoff, tu retiens celles qui ont fait des longs runs, qui sont allés en AFC Championship ou quoi que ce soit, ou Super Bowl, mais les mecs qui ont été en playoff, des équipes chaque année il y en a 8, qu'est-ce que ça change, tu vois. Donc c'est ce sentiment-là un peu de dire bon, on n'a pas réussi à franchir le cap. Par contre, l'année prochaine, avec la progression normalement de Lawrence chaque année, il doit progresser. Là, par contre, en fait, ça repousse l'échéance d'une année, et l'année prochaine, il y aura encore moins de marge de manœuvre. Tu pourras pas te dire ah bah c'est pas grave. Non, parce que tu l'as déjà faite ta saison en dents de scie, tu l'as déjà faite ta saison décevante. C'était l'année dernière. Maintenant, cette année, ça doit être une vraie bonne saison. Après, comme on va le voir après, je suis pas forcément optimiste sur que les Jaguars réussissent à faire ce pas supplémentaire, mais ce sera pour plus tard. Puis pour ajouter un petit truc, Anto, après je te laisserai la parole. Entre les deux bye week, vous faites 13-4 entre la fin de la saison dernière et le début de cette saison. Pour au final t'écrouler après, même si on va un peu plus loin, tu fais en gros 15-5 après le match contre Houston. Après c'est facile de prendre les moments de la saison qui t'intéressent, mais t'as l'écroulement après les 3 matchs un peu clés pour gagner un match de playoff, on va dire, Cincinnati, Cleveland, Baltimore, même Tampa Bay qui est un peu dans cette veine de à peu près au même niveau mais de l'autre côté. Et heureusement qu'il y a Carolina au milieu, parce que si tu rajoutes, je sais pas, un Pittsburgh à ce moment-là que t'as battu en juste avant la bye, si tu le rajoutes là, bah ça se trouve tu finis sur 6 défaites de suite. Et là, auquel cas, c'est un peu plus problématique, parce que c'est vrai qu'on regarde, on voit 9-8 la saison dernière, où t'es bien, tu fais un match de playoff, etc. Cette année, tu fais 9-8, tu doutes parce que la fin de saison, elle est cata. T'as des motifs de satisfaction, mais c'est vrai que la tendance est assez négative. Anto, tu voulais dire? Ouais, et puis je pense aussi, faut pas, parce que certains, alors toujours c'est que certains, mais ont enterré encore les Jaguars peut-être cette année, mais il faut quand même se rappeler d'où viennent les Jaguars, c'est-à-dire qu'avant cette magnifique saison 2022, qui ensuite laisse place à une saison plus décevante en 2023, vous faites quand même 2 saisons cataclysmiques en 2020-2021 avec 4 victoires en tout, et depuis 2018, vous étiez bon dernier de la division chaque saison. Donc, faut pas non plus trop peut-être en demander. Faut laisser les Jaguars se développer. C'est vrai qu'en 2022, ils ont un peu explosé, comme ont fait finalement les Texans cette année. Donc, espérons aussi pour les Texans qu'il n'y ait pas le retour de bâton comme ça. Mais je pense il n'y a pas que du négatif et faut pas tout jeter de cette saison, même si forcément elle est moins glamour que la saison d'avant. Oui, elle est moins glamour, mais elle n'est pas non plus, elle est pas non plus à oublier, quoi. Moi, c'est juste le sentiment que, en fait, je sais pas si c'est les fans ou si c'est la franchise en elle-même, mais il y avait ce sentiment en début de saison de se dire, ok les gars, on a fait un run de playoff, on a réussi une belle victoire à domicile contre les Chargers, il faut construire là-dessus. Et du coup, le sentiment que t'as aussi, c'est construire là-dessus, ça veut dire s'améliorer en fait. C'est pas retomber dans tes travers des années précédentes, et c'est peut-être ça moi qui m'a un peu déçu, c'est de dire, si tu refais les mêmes erreurs que l'année d'avant, finalement, tu montres pas que t'as construit et que tu as un allant, en fait, de la saison d'avant, tu vois, même si t'as une grosse intersaison comme en NFL tout le temps, tu vois, t'as pas ce côté, j'ai une dynamique que je veux essayer de reproduire cette saison, tu vois, et tu l'as eu au début, et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est quand même cassé. Je sais pas si c'est physique, mental ou autre, parce que comme comme Alex tu l'as dit, il y avait une gros run de victoire, enfin de bilan positif en tout cas, et finalement te retrouver avec des semaines vides où du coup tu peux recharger tes batteries et finalement ça te coupe tes jambes. Je trouve ça un peu inquiétant parce que tu te dis mais il y a peut-être pas
le coach Doug Peterson a peut-être pas trouvé la formulation ou la formule pour dire ok les gars, on reste concentré, on reste motivé, on reste focus sur ce qu'il nous reste à faire finalement. C'est comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être ce côté ah bah c'est bon, on a la bonne dynamique comme l'année dernière, bah c'est bon, on va faire la même chose, sauf que tu peux pas en fait te reposer sur tes acquis sur tout au long de la saison. T'es obligé à un moment donné de te remettre en question. C'est malheureux, mais c'est la NFL, c'est chaque seconde t'es obligé de te remettre en question pour dire ouais ça a marché, dans 2 jeux ça marchera plus. Et je me dis que peut-être que une équipe plus expérimentée qui a un peu plus de l'habitude de traverser des moments de série de victoires, peut-être qu'elle aurait eu comment dire ça, ce sentiment de dire ok les gars on n'est pas arrivé, et peut-être que vu qu'on a une comment dire ça, on a connu des victoires entre guillemets, chose qu'on n'a pas fait, enfin qu'on n'a pas connu avant, peut-être que les joueurs ou la franchise savaient pas trop comment réagir face à, parce que quelque chose que tu vois jamais ou que tu vois rarement, t'as un peu plus de mal à y faire face et à dire ok on va essayer de le continuer, tu vois. C'est peut-être comment je réagis, je gagne des matchs, comment je fais pour réagir à ça. Et peut-être là je pense que 2024 c'est quand même une année assez charnière où t'as eu l'exemple 2022, t'as eu l'exemple 2023, et je pense que peut-être que le vrai niveau se retrouve un peu dans les deux, tu vois, un peu entre les deux années, où tu fais un run de playoff et l'autre tu les rates complètement. Je pense qu'il y a un juste milieu et j'espère que ça va leur servir d'expérience, de dire ok on a connu des victoires et on a connu un gros run et on a connu aussi un gros raté de défaites d'affilée, et j'espère que ça va un peu combiner les deux pour dire ok on construit sur cette expérience là. En fait il fallait peut-être ça justement pour qu'ils puissent vraiment franchir le pas, parce que c'est quelque chose que nous les fans on attend depuis un moment. Quand t'as un quarterback en contrat rookie, c'est là où faut l'entourer, et ta chance, ta petite fenêtre de réussite, elle est là en fait. Donc nous on attend un peu ce déclic de dire ok, pas que lui, pas que Trevor, mais toute la franchise. Voilà, il faut foncer parce que la fenêtre elle est microscopique, surtout pour les Jaguars. Et je parle même pas de fenêtre de titre, mais juste fenêtre de réussite et de gagner les matchs. T'as parlé d'un truc tout à l'heure qui, je trouve, est très vrai, et après on pourra parler de l'intersaison, de cette notion de respect des autres, plus comment est-ce que les autres te respectent. Je pense que si tu es les Jaguars de 2022 et que tu commences pareil, t'as envie de prouver à tout le monde que t'es la meilleure équipe de la ligue, et limite tu finis en, je sais pas, tu peux finir en 13-5, 13-4, sans trop de soucis, parce que t'as envie de continuer à prouver que non en fait j'ai pas juste battu Atlanta, j'ai pas juste battu la Nouvelle-Orléans, j'ai pas juste battu Indianapolis 2 fois qui avec des problèmes de QB, voilà, j'ai pas battu que Tennessee, vas-y, amène-moi Houston qui est fort, je le battrai, ce qui a été fait, mais Cincinnati en prolongation, j'attends pas la prolongation, je vous fume. Cleveland, tu perds de 4 points. Baltimore, je pense que ça aurait été compliqué quoi qu'il arrive, mais Tampa perdre 32, compliqué, et voilà. Et après le match contre Tennessee, au final il sert plus à rien, et c'est ça l'objectif aussi, c'est d'arriver avant ce dernier match et de dire en fait on s'en fout, on a roulé sur la ligue, maintenant on se repose parce qu'on n'a pas votre temps quoi. Et cette mentalité un peu de tueur connard, ça peut peut-être manquer des fois. Voilà, donc assez d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure. On peut parler de l'intersaison. J'ai dit tout à l'heure que vous aviez 29 millions de caps disponibles, mais un petit projet d'extension de contrat. On va pouvoir commencer par ça et puis après on parlera d'autres choses, plus parce que voilà, c'est un peu le sujet, la prolongation de Trevor Lawrence pour 5 ans et 55 millions par an, ce qui fait c'est 275 millions sur les 5 ans si mes souvenirs sont. Oui, c'est ça. C'est ça. Un beau bébé de contrat. Anto, je te laisse commencer d'abord. Toi t'as vu ça, tu dis que t'es plus un défenseur de Trevor Lawrence qu'un critique. Content de cette prolongation? Tu trouves ça un peu beaucoup? Ou voilà, qu'est-ce que tu te dis quand tu vois ça? Ouais, c'est compliqué. Moi, en tant que défenseur de Trevor Lawrence, j'ai envie de dire, je suis plutôt, déjà, je suis content pour lui. S'il veut me faire un virement, qu'il n'hésite pas. Mais en tout cas, non, moi, je suis content pour lui. Alors,
la critique, je pense qu'elle est surtout dans le montant qui est assez énorme. Mais de toute façon, j'ai l'impression qu'à chaque nouveau quarterback qui re-signe toujours plus, on crie toujours c'est énorme et tout. Finalement c'est le marché qui veut ça. C'est comme dans tout sport, tu prends au soccer des gamins qui sont encore à la crèche et qu'on les signe un paquet de 120 millions d'euros. Ça choque tout le monde, mais c'est le marché qui veut ça. Alors oui, c'est cher. Mais je pense qu'après plusieurs saisons avec Lawrence, si les Jaguars ont compris et ont fait le calcul en se disant c'est notre franchise tout quarterback, il va être là pour les années à venir et on compte sur lui et le projet, on veut le construire autour de lui. Écoutez les gars, sortez le chéquier, misez. Vous avez raison, vous serez pas les premiers à peut-être vous être trompés ou avoir tout compris, ça c'est sûr, ni les derniers. Et puis on en reparle d'ici une saison quand un nouveau quarterback aura signé des millions et des milliards, peut-être je sais pas, Zach Wilson, 60 millions par an, et puis voilà, tout le monde va crier au scandale. Là pour le coup ça sera scandaleux, mais non, je peux comprendre aussi les critiques parce que clairement, le problème de Lawrence, c'est qu'il jouit d'une image depuis le lycée, toujours avec son niveau 5 étoiles. Il a toujours été suivi, c'était la superstar de l'État et même du pays. Il a toujours été suivi, il a toujours été catégorisé comme quarterback générationnel. Dès qu'il arrive, on a attendu beaucoup de lui. Je pense aussi que son image a été beaucoup tachée par rapport à sa première saison, mais qui est pas réellement de sa faute. Faut bien l'avouer, les Jaguars avec Urban Meyer étaient une sorte de spirale de l'enfer. Et donc voilà, on s'est aussi soulevé quand il y a eu le contrat de Daniel Jones. Alors là, on va pas faire le procès de Daniel Jones ou non, mais voilà, je pense que c'est juste la réalité du marché. Le quarterback, franchise quarterback, il est surpayé. Et ça va pas aller en s'arrangeant parce que tu t'en parles bien à chaque fois, Alex, mais le cap des équipes chaque année ne cesse que d'augmenter. Donc voilà, faut payer, faut boucler son quarterback star. Donc pour moi ça me choque pas. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec le move des Jags. Et puis, comment dire, moi j'étais dans les deux avis. J'étais d'abord dans le côté c'est trop cher, parce que une victoire en playoff pour 55 millions par an, moi ça me paraissait beaucoup. Après, c'est toujours le process de si j'ai pas Lawrence et que je le boucle, quelqu'un le boucle à ma place pour sensiblement le même prix ou peut-être même plus parce qu'il y aurait une bataille pour s'attirer ses services. Donc au final, tu payes sûrement moins cher que s'il était dans une autre franchise. Et ensuite, qui j'ai à la place de ça, quoi. Si aujourd'hui on a vu le QB2 dans l'effectif, c'est Mac Jones. Alors je pense que si tu perds Trevor Lawrence, tu vas chercher autre chose que Mac Jones et tu tentes sûrement quelque chose d'autre. Est-ce que c'est un Cousins vieillissant à 40 millions par an? Bah ok, tu payes 15 millions de moins, mais t'as un mec qui globalement t'es à son plafond et t'iras pas plus haut que ça. Trevor Lawrence, on a vu ce que c'était. De manière, ce qu'on voit là, ça vaut pas 55 millions, mais ça vaut pas non plus rien. Donc si tu mises sur la progression, bah en fait tu peux payer techniquement la saison prochaine un QB, enfin peut-être pas cette saison mais la saison d'après, un QB au niveau MVP pour 55 millions, ok ce serait le plus cher de la ligue encore et encore parce que il y a d'autres extensions qui vont arriver très probablement ensuite. Mais voilà, j'avais un peu du mal au début et plus ça va plus je le comprends le move. Antoine, toi j'imagine que bon c'est ton QB donc tu vas probablement le défendre et t'as bien raison. Mais voilà, quel a été ton process de réflexion au niveau de cette prolongation de contrat? Moi déjà, je rejoins globalement ce qu'a dit Anto, mais moi ce que je me disais aussi, plus que le montant ou le montant garanti ou tout ça, c'était aussi le timing. Moi je considérais que c'était des fois, tu vois des quarterbacks qui ont c'est une distraction le contrat dans la saison. Et moi, je trouve que le timing est bon, c'est-à-dire tu le fais à l'intersaison. Tu le fais pas traîner sur la saison, tu l'as fait tôt, entre guillemets, dans l'intersaison. Et moi, je trouve que c'était le move à faire parce que, comme tu l'as dit, il y a personne d'autre, en fait. Et si t'as choisi ce quarterback-là, numéro 1 de draft, si c'est pas pour le récompenser
entre guillemets le récompenser parce que il doit mériter son salaire et mériter sur le terrain. Mais si au bout des 4 ans de son contrat rookie que t'as pris numéro 1, tu lui offres pas la possibilité de démontrer que c'est ton franchise quarterback pendant des années et des années, dans ce cas-là, pourquoi tu l'as pris en fait? Et c'est bête, mais je me dis que en dehors du chiffre, ou le chiffre, comme tu l'as dit tout à l'heure, le cap il augmente tous les ans. Un jour, je sais pas moi, il y aura, je sais pas moi, comment il s'appelle, CJ Stroud qui dépassera, parce que CJ Stroud il est rookie de l'année, parce que voilà, il y a quand même, si tu dois, comme dit Anto, tu dois miser sur ce que tu as, et dans le sens où c'est ton quarterback, c'est ta franchise, et je me vois pas dire en fait on va tester. Non, tu sais ce que t'as en fait. Le truc c'est il faut savoir jouer sur ses forces à lui, essayer de camoufler un petit peu ses faiblesses parce qu'il en a. C'est pas le quarterback parfait, c'est pas Tom Brady, et essayer de l'entourer du mieux possible. Le seul inconvénient qu'il y a, c'est que forcément, et ça on en reviendra quand on parlera de l'intersaison, de la free agency, de la draft. Moi je trouve que le general manager Trent Baalke n'a pas les compétences pour l'entourer du mieux qu'il pourrait. Moi je trouve qu'en fait, Trevor Lawrence, il a raison, on lui propose un contrat, il va pas, il doit mettre sa famille à l'abri, tu le prends, on te propose une somme comme ça, tu la prends. Après, si je dis pas de bêtises, il me semble que ça reste dans le range de Joe Burrow. Je dis pas que les deux quarterbacks sont similaires, je dis juste que en termes de contrat, ça me choque pas de me dire, je paye à peu près Burrow, Lawrence au même range. Si tu m'avais dit tu le payes au niveau de Patrick Mahomes, j'aurais un peu plus tiqué. Tu vois, dans le sens où il est un niveau au-dessus des autres. Par contre, tu le payes au niveau de Josh Allen, de Joe Burrow, des mecs comme ça. Je te parle pas de performance, juste de chiffres purs. Ça s'entend. En fait, c'est pas quelque chose de. Et pourtant, Mahomes coûte rien. Il coûte ça, c'est 45 encore millions par an sur mais 10 ça, ans. mais ça c'est la comment dire ça, c'est la magie des Chiefs. Ils sont magiques, leur GM il est magique. Donc je trouve que c'est encore un contrat, un joueur, enfin tout ce que tu veux, la situation des Chiefs avec Mahomes est tellement différente que finalement tu t'adaptes un peu plus au marché classique entre guillemets des quarterbacks. Donc moi ça me choque pas. Par contre je te dis le timing, moi je préfère l'avoir maintenant et je crois que c'était en juin ou en juillet, plutôt que de l'avoir fin août, où potentiellement t'as des discussions. Là, apparemment, ça a été assez rapide en plus. Donc moi, je pense que c'est plutôt un bon move. Mais d'un autre côté, je comprends les gens qui se disent, comme toi au début, du coup, c'est trop, en fait. Mais je le vois jouer tout le temps. Et moi, ce que je vois sur le terrain, c'est que même si, comme l'a dit Anto, il a une année rookie horrible, je pense que je vois une progression. Et malheureusement, parce qu'on est les Jaguars, il y a on n'est pas les Lions, on n'a pas non plus la poisse toute notre vie, mais si il avait eu un head coach un minimum compétent, je pense qu'on parlerait de Trevor Lawrence à l'heure actuelle comme d'un top 8 quarterback, alors que là il est peut-être top 12, on va dire. La marge est pas grande, enfin la différence est pas grande, mais avec en fait, moi c'est ça, on m'enlèvera jamais de la tête que la première année d'entrer dans la ligue d'un quarterback, c'est extra important. Et je trouve qu'on l'oublie un peu vite quand on regarde sa progression ou sa non-progression dans sa carrière, qu'il a pas eu d'année rookie. Pour moi, il en a pas eu parce que Urban Meyer n'était pas un head coach NFL. Donc à partir de là, il a peut-être mis en place quelque chose, mais c'était pas un head coach NFL, c'était un head coach d'NCAA ou un commentateur ou quoi que ce soit, mais c'était pas un head coach NFL. Et moi, je trouve que on lui a enlevé la possibilité de se développer correctement. Et c'est peut-être l'année la plus importante, c'est peut-être ton année rookie, et on lui a pas permis de le faire. Et pour ça, je lui trouverai dans toute la durée qu'il aura de sa carrière aux Jaguars, je lui trouverai cette minuscule astérisque, je sais pas comment on dit, pour dire il manque un truc. Et CJ Stroud, on voit bien, il a un head coach qui est carré, qui a mis en place des choses, qui joue sur ses forces, qui essaye de camoufler ses faiblesses. Et moi, on me lavera jamais de la tête
que Trevor Lawrence, il a pas eu ça. Certes, il y a des quarterbacks qui auraient fait fi de ça, qui auraient dit bah c'est pas grave, je suis encore meilleur que ça, mais sauf que pour moi, c'est pas un quarterback comme Mahomes, c'est pas un être c'est pas un être baigné de la comment ça s'appelle, c'est baigné de lumière divine. C'est juste un quarterback qui est très bon, qui a été générationnel parce que potentiellement il était meilleur que les autres, mais c'est pas Brady, c'est pas Mahomes. Et donc dans le sens où il est régi par les mêmes règles, c'est-à-dire qu'il est mortel. Quand tu l'entoures pas, ou quand ton head coach la première année il est nul, bah ça impacte ton développement. Mahomes, je pense que potentiellement il aurait pu ne pas avoir la même trajectoire s'il avait eu Urban Meyer la première année. Tu vois, c'est avec des si, voilà, c'est pas le débat, mais je trouve qu'en fait il y a quand même ce petit truc de t'as pas eu ta chance la première année parce que t'es arrivé dans un environnement où même les joueurs eux-mêmes se disaient pourquoi Urban Meyer me coach. Il y avait des tensions telles dans le vestiaire qu'ils se sont dit mais pourquoi il me parle comme ça? Je suis un adulte, j'ai peut-être des enfants et on me parle comme un adolescent parce que Urban Meyer n'avait coaché que des étudiants. Et moi on m'enlèvera pas de la tête que il y a une chance en moins qu'il avait de se développer. Donc après effectivement il a pas la croissance entre guillemets de Josh Allen, il a pas la croissance de Lamar ou quoi que ce soit, mais c'est mon franchise quarterback. Quand il sera critiquable, il faudra qu'il soit critiqué. Par contre, quand il fait des bonnes choses, et ça j'ai l'impression que à l'extérieur de Jacksonville, des fois on l'oublie un peu, quand il fait des bonnes choses, il faut le dire aussi en fait. Et moi je trouve que le contrat ça nous handicape un peu parce que forcément ça occupe beaucoup de cap. Mais c'est ton franchise quarterback et il a montré qu'il pouvait te faire gagner des matchs. Le match contre les Chargers, il y a 27-0 à la mi-temps, ou 27-3, je sais plus. À lui tout seul, il te fait des drives qui te font remonter et gagner le match. Il a montré qu'il était capable sur un match. Je dis pas qu'il est capable de faire ça sur 16 matchs ou 17, mais sur un match, il a réussi. En playoff, pour le premier match de playoff depuis 6 ans, il y a quelque chose. Donc, potentiellement, il faudrait qu'on l'entoure, qu'il progresse, évidemment, c'est aussi lui, hein, c'est pas que son entourage, c'est lui aussi qui doit progresser. Mais tout ça, mis bout à bout, je pense que son contrat, ça me choque pas. Après, je suis pas spécialiste du cap, hein, mais pour moi, ça peut les valoir, et je pense que c'est juste un pari sur, à l'heure actuelle, on voit ce que tu es, comme en tant que joueur, on espère que tu te développeras comme on le pense, et comme tu penses, du coup, 275 millions. C'est ça. Et globalement, ce contrat, c'est plus une mise en avant de son talent et de ce qu'il a réussi à faire en dépit de tout ce qu'il a eu comme obstacle au niveau de son début de carrière notamment. Première saison, c'est vrai que c'est la flèche qui est la plus haute pour progresser et après c'est un peu moins gros, donc ça devient un peu plus compliqué. On va pouvoir parler de l'intersaison du coup maintenant. Anto, est-ce que tu as envie de parler de moves qui t'ont plu? Je sais qu'il y en a un particulièrement qui t'a plu. Est-ce que tu as envie d'en parler? Oui, Arik Armstead, qui vient en provenance des 49ers. Pourquoi ce move? Parce que forcément, Armstead, c'est quand même du solide. Ça vient d'une grosse défense. Il vient avec du coup toute son expérience, toute son expertise. Et comme je te disais, Alex, en off, ce que j'aime dans ce move, c'est que du côté de la défense des Jaguars, on a 2-3 mecs qui s'appellent Oliokun, Josh Allen maintenant, qui est Joshua Hines Allen, et Trevon Walker, qui sont des machines à tacle et à sac. Et en fait, Armstead, pareil, bon saqueur, il est bon en tacle, il peut blitzer, et surtout, il va concentrer encore plus d'attention aussi sur lui. Du coup, il va sûrement pouvoir libérer de l'espace pour Walker, Allen et consorts, et du coup leur permettre de continuer à massacrer les attaques adverses. Donc pour moi c'est vraiment c'est un move qui me plaît, un move qui aura de l'impact directement dès la saison 1, donc c'est un oui. T'as parlé de Oluokun qui lui aussi a été prolongé.
Il a joué sur la database que je vois 99,8% des snaps. Pardon, j'ai fait un mix entre les deux. Des snaps défensifs. Donc vraiment un joueur clé de cette défense. Antoine, est-ce que toi si tu devais citer un move comme ça que t'as aimé dans cette intersaison, tu citerais lequel? Est-ce que c'est le même? Est-ce qu'il y en a un autre? Moi, je veux juste revenir 20 secondes sur ce que tu as dit, Anto. Je suis d'accord avec toi, c'est juste que moi, ce qui me pose problème, c'est que je milite pour que Trevon Walker passe à l'intérieur, parce que je trouve que à l'extérieur, c'est pas là où je vois qu'il a le plus de qualité. Je le vois plutôt physique dans ce qu'il propose, et malheureusement, je le vois un peu moins technique et un peu moins comment dire ça. Sur l'extérieur, je le vois un peu moins, c'est moins ses qualités. Et le problème, c'est que j'adore Armstead, sauf que du coup, ça empêche la possibilité à Trevon Walker de rentrer à l'intérieur. C'est juste ce point-là, moi, qui me pose un peu question. Après, je fais confiance au staff, hein, mais c'était juste ce point d'interrogation-là. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'était la signature de Mitchell Morse. Je crois qu'il est centre, si je dis pas de bêtises, anciennement des Buffalo Bills. Et je vais faire le package avec Gabe Davis, aussi de Buffalo. Mais Mitch Morse, le truc, c'est que je trouvais, et ça je l'ai vu à travers des analyses de gens sur Twitter, de la fanbase des Jaguars, parce que moi je m'en étais pas forcément aperçu, et quand j'ai regardé les analyses, je me suis rendu compte que notre centre titulaire, Luke Fortner, n'était pas forcément c'était pas forcément le chaînon, la pièce défaillante sur la ligne, mais il contribuait pas autant que ce qu'il a pu contribuer de la première année, et limite sur certains plays et sur certains matchs, c'est lui qui posait problème par rapport à d'autres, et c'est lui qui entraînait les autres un peu dans sa chute. Donc moi je trouve que le faire signer Mitch Morse, c'est une super addition, parce que moi j'étais partant à la draft, donc on y reviendra après, mais j'étais partant pour soit renforcer la ligne défensive, soit renforcer la ligne offensive. Donc quand j'ai vu la signature d'un joueur qui a quand même prouvé dans la ligue, qui a eu comme quarterback Josh Allen, qui a eu un run de playoff, même 2 ou 3, je me dis qu'il peut apporter de l'expérience, il peut apporter une mentalité, il peut apporter aussi justement, comme je disais tout à l'heure, cette mentalité et ce comportement de dire ok, on a eu des défaites, on a eu des victoires, il faut être constant, et peut-être du coup apporter de la constance dans ce que l'équipe fait. Et je trouvais que c'était un peu sous-coté comme signature, parce que c'est pas la signature la plus flashy, et pourtant c'est peut-être celle qui va potentiellement nous aider le plus, parce que le joueur qu'il est censé remplacer est pas forcément bon. En plus de ça, il va pouvoir construire une alchimie avec un autre jeune quarterback qui est Trevor Lawrence, après Josh Allen. Donc je me dis qu'il a peut-être l'habitude, il a déjà travaillé avec un jeune quarterback, donc retravailler avec un autre, finalement, même si c'est pas les mêmes personnes, c'est pas les mêmes joueurs, peut-être qu'il va se dire ok, j'ai un peu des réflexes de savoir comment ça se passe avec un jeune quarterback, parce que l'alchimie entre les deux doit être quand même assez bonne pour que toute l'attaque en profite. Donc voilà, c'est plus Mitch Morse. Après, effectivement, Gabriel Davis aussi, ça peut être une arme supplémentaire pour Trevor. J'ai du mal à évaluer, parce que je suis pas forcément le plus gros spectateur de Buffalo, même si effectivement je vois les highlights de temps en temps, mais je pense qu'il peut être une bonne addition. J'ai juste un peu de mal à situer. Est-ce qu'il est en complément de Christian Kirk? Est-ce qu'il est en complément d'autres receveurs? Ça, c'est encore, faudrait que je me penche un peu plus sur la question. Moi, je le vois en tant que complément. Ouais. Je sais pas aussi ce que t'en penses, Alex, mais alors à voir, peut-être que ça va le changer aussi du côté de Buffalo, mais Gabe Davis, je pense que c'est bien, c'est une sécurité, mais c'est pas le receveur qui va faire step up ton attaque. Par contre, si sur un match fermé, il peut t'aider à... si t'as une bonne bombe de Trevor Lawrence devant, Gabe Davis, c'est le mec qui part, il va te la chercher, et globalement, il te la met au fond. C'est vrai que ces deux moves, Mitch Morse, c'est 97% des snaps côté Buffalo,
Donc en gros, c'est le centre titulaire de Josh Allen depuis un bon moment, puis toute sa carrière, je pense. Donc tu affaiblis en plus un concurrent que tu peux jouer lors d'un match de, pourquoi pas le match wildcard, hein, si tu gagnes ta division, que t'es quatrième, les Bills ils font une bonne saison, mais derrière les Dolphins par exemple, bah d'un coup tu te retrouves à jouer les Bills à ce moment-là, bah t'as plus de centre, et comment dire, et ton receveur 1 et 2 en l'occurrence, mais là toi t'as pris le 2, n'est plus là. C'est vrai que ça devient un peu plus compliqué pour l'attaque. Moi j'allais parler justement de Gabriel Davis en positif, parce que le différentiel entre Davis et l'apport que t'as donné Calvin Ridley sur cette saison, je pense que globalement tu auras plus avec Davis, même si ce sera plus sur courant alternatif. Tu me diras, Ridley c'était un peu courant alternatif aussi, et tu le payes 10 millions de moins. Avec ces 10 millions tu vas également chercher Devin Duvernay qui peut faire les deux, qui peut jouer comment dire, en équipe spéciale surtout, mais vous avez déjà notre ami Jamal Agnew, je crois. Ah non, il est plus là encore. Il a pas été re-signé encore, je crois. Je crois qu'il a dit au revoir, si je dis pas de bêtises, à la franchise, enfin aux fans en tout cas. C'est ça, mais il y a Parker, c'est Parker qui reprenait, qui était pas trop mal. Je sais plus son prénom, mais c'est pas Parker Washington, non. Ah, c'est Parker Washington. Si, Parker Washington. Ouais. Si, c'est Parker Washington, je crois. Hein. Ouais, si. Oui, effectivement. Après, sur la fin de saison, il me semble que Parker Washington avait quand même eu des reps en tant que receveur et avait pas trop mal performé. Mais effectivement, ouais, au niveau des équipes spéciales, je pense qu'il peut quand même contribuer, parce que Jamal Agnew était quand même pas mal, mais il me semble qu'il s'est blessé. Et je crois qu'il a pas été re-signé, donc malheureusement, c'est en équipe spéciale, en tout cas, c'est une perte. Et je pense que Devin Duvernay, ouais, il peut faire du bien. Ouais, bah voilà, du coup, c'était un peu cette partie-là qui me fait aussi une transition sur mes moves un peu plus négatifs, et après si vous avez d'autres positifs on pourra en parler un peu à la fin de cette free agency. Moi c'est le départ de Zay Jones pour rien du tout quasiment, 2 250 000. Il n'était pas beaucoup sur le terrain la saison dernière, et je trouvais en tout cas avec mon regard extérieur que lorsqu'il n'était pas là sur le terrain, ça avançait beaucoup plus difficilement du côté de Jacksonville, pas forcément pour lui donner la balle à lui, mais pour libérer les autres. Et je trouve que cette place de decoy en quelque sorte, de je suis là mais vous allez pas forcément me viser, mais je prends une place d'un corner quand même pour éviter d'avoir d'autres safety ou peu importe. Cette place elle est importante. Du côté d'Arizona, je pense qu'il est parfait pour ce rôle-là, en plus à côté de Harrison et de Trey McBride. Je trouve que ce move il est parfait pour Zay Jones, il est parfait pour les Cardinals, mais je le déteste pour les Jaguars, et je trouve ça dommage parce que tu t'es fait de la place en payant 10 millions ton receveur 2. J'aurais aimé garder Zay Jones si j'avais pu, et je trouve ça un peu dommage, et je vais passer sur mon deuxième et après je vous laisserai la main sur lui. C'est encore un départ, et c'est Darius Williams que j'aime beaucoup en tant que corner, qui il me semble venait des Rams de base, qui repart aux Rams pour 7,5 millions par an. Alors tu peux pas payer tout le monde, on en a parlé, il y avait pas beaucoup de place sur le cap. Tu payes Trevor Lawrence cher, tu payes Josh Allen cher, tu prolonges Olukon aussi. Donc forcément, il y a un moment, il faut faire des choix. Et le choix, ça a été Darius Williams. Dommage, tu le remplaces par Darnell Savage. Est-ce que ça vaut la même chose ? Je vous laisserai dire, mais pour le même prix, dommage. Tu prends quelqu'un qui a 4 ans de moins, certes, mais je me dis, pourquoi pas garder Williams ? Après, encore une fois, regard extérieur, Antoine, là je serais curieux d'avoir ton avis, notamment sur Williams, parce que moi j'ai surtout des souvenirs de ces très bonnes années aux Rams. Je mets dans mes souvenirs, au côté Jaguars, il était loin d'être mauvais aussi. Moi je trouvais que, si tu me ferais repenser à ce move, parce que autant j'avais des moves négatifs en tête, mais finalement le tien vient de se placer en numéro 1, parce que c'est vraiment la non-resignature, on va dire ça comme ça. Ou la coupe, je sais même pas si il a été pas été coupé. Ouais, il a été coupé. C'est un move que je ne comprends pas. La seule possibilité où là j'aurais un peu plus compris, c'est si tu avais pris un éventuel joueur à la draft pour compenser son poste, enfin sa place. Sauf que le problème, c'est qu'on a vu après que c'est pas forcément ce qui a été le cas. Et moi je trouvais qu'il y avait d'autres joueurs
potentiellement qui pouvaient être coupés à sa place. Je sais que voilà, je suis pas un mania du cap, mais moi c'est un move que j'ai pas compris parce que dans le backfield défensif, c'est largement pas celui qui était le plus ciblé, c'est largement pas celui qui était le plus mauvais. C'est même l'inverse. C'était peut-être le deuxième ou selon les situations, premier, deuxième ou troisième meilleur cornerback qu'on avait. Et c'est quelque chose que je comprends pas. Parce que je trouve que du coup t'as quand même besoin d'avoir en fait c'est un peu comme en attaque, en fait t'as besoin, comme je te rejoins sur St. Jones, hein, je te l'ai pas dit, mais sur les deux joueurs que t'as cités, je te rejoins totalement. T'as besoin d'avoir un minimum de quantité en receveur, enfin pour moi c'est mon avis personnel, et t'as besoin d'un minimum de quantité en cornerback. Et là, avec Zay Jones et avec Darius Williams, tu t'enlèves un peu de cette quantité-là, même si la quantité ça fait pas la qualité, mais c'est bête, mais selon les packages, selon ta défense, selon la situation, t'as besoin de plus de mecs que juste un cornerback extérieur, deux cornerbacks extérieurs, un slot. Non, ça marche pas comme ça. T'as besoin de beaucoup plus de mecs. Et je trouve que c'était des décisions étranges par rapport au prix enfin de son salaire, parce que finalement 7 millions et demi c'est pas non plus dramatique. Et je comprends pas trop. Zay Jones, je pense qu'il était il aurait pu faire le receveur 3, 4, 5. Il avait, à mon avis, l'état d'esprit pour accepter le rôle, de dire bah tu seras pas forcément prioritaire, mais par contre tu joueras. Et j'ai l'impression que c'est deux joueurs qu'on laisse partir et qu'on va regretter. On va se mordre les doigts de les avoir laissés partir parce que dans leurs prochaines équipes, ils vont performer et on va se dire, je sais qu'on n'est pas les seuls, plein d'équipes le font, mais on va se regretter en disant mais pourquoi on les a laissés partir alors que c'est pas c'est pas une star que tu laisses partir ou c'est pas un mec du fin fond du roster, c'est des mecs pour moi qui construisent un roster, c'est des fondations. En fait, c'est des joueurs pas forcément flashy, pas forcément que tu payes le plus, pas forcément le haut du panier, mais par contre, c'est des joueurs dont tu as besoin dans un roster. Et je pense que on en aurait eu besoin cette année, et que il faut des joueurs comme ça dans un effectif pour c'est pas, tu vois, c'est des mecs, tu sais à peu près ce que tu as toute l'année. C'est pas je sais pas moi, c'est pas un McCaffrey ou un Mahomes, mais d'un autre côté, c'est pas non plus un Zach Wilson ou c'est des mecs solides en fait, juste ça, solide, et ça il en faut, surtout quand tu vas payer ton quarterback. Donc on en revient toujours à mon sujet numéro 1 de négatif chez les Jaguars, le manager qui fait, le general manager qui, pour moi, je comprends encore pas ses moves. Après, je suis pas son poste, je suis pas analyste, je suis pas tout ça, mais il y a certains moves, si tout le monde globalement ne comprend pas, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Après, est-ce que il y a plein de choses qu'on sait pas, est-ce que il voulait plus d'argent, est-ce que ceci, cela, ça c'est autre chose. Mais globalement, son utilité et son salaire, enfin, leurs utilités et leur salaire, pour moi, étaient fondamentales dans la réussite de l'équipe, mais ouais. S'il y en a un des deux que limite je peux comprendre plus, c'est peut-être Darius Williams parce que tu le cut et au final il va chercher un autre contrat pour 7,5 millions. Ok, mais il aurait sûrement pas pris 7,5 millions ici. Donc pourquoi pas, mais notre ami Zay Jones, vraiment incompréhensible pour moi. Anto, toi est-ce que t'as un move, pareil, quelque chose que tu n'as pas aimé? Alors pas forcément détesté, mais qui me laisse dubitatif, je pense, c'est Ronald Darby qui arrive des Ravens. Je suis pas fan parce que je pense que sur la couverture aérienne, vous avez vraiment besoin de step up. Les Jags, vous avez pris des camions de yards la saison dernière encore, et c'était vraiment, je pense, au niveau défensif, votre gros point faible. Et Darby, le problème, c'est c'est un joueur d'expérience certes et qui fait pas des stats incroyables, mais qui est poursuivi par des blessures. Et d'ailleurs, ça lui pourrit sa carrière. Blessure à la cheville, c'était quoi, ischio-jambier, hanche. Bref, il est cassé de partout, le bonhomme. Vous êtes sa 6e équipe à l'accueillir.
Ça, pareil. Alors, je suis pas contre de changer d'équipe, de peut-être visiter du pays. Les États-Unis, ils ont des paysages divers et variés, ça c'est sûr, mais ça veut dire que peut-être il convient pas au jeu et il est peut-être pas assez solide et que les équipes à chaque fois s'en débarrassent parce que s'il était si efficace que ça, on le garderait chez soi. Donc ouais, je pense que c'était un move qui vous fait pas step up à ce niveau-là. Du coup, je suis pas fan. Très clair, très clair. Moi, Vas-y. je peux juste rajouter quelque chose parce que là, je viens d'y penser. Je pensais que tu allais parler de lui. C'est mineur. Clairement, dans le roster, c'est mineur. Mais c'est pour le symbole. Moi, Mac Jones, je comprends pas. Et aussi, d'autant. Quand il a dit dubitatif, je pensais qu'il allait parler de Mac Jones. Moi aussi. En fait, c'est un move que je comprends pas parce que surtout qu'en fait, c'est pas gratuit quoi. T'as lâché un pick pour Mac Jones, un joueur qui j'espère ne verra jamais le terrain de toute sa carrière à Jacksonville. Il y a le côté belle histoire. Il est né à Jacksonville, il est pas né, mais en tout cas il a fait ses études ou je sais pas quoi. Clairement, autant j'ai de l'attachement pour la ville de Jacksonville, autant j'en ai pas pour Mac Jones. Clairement, parce que les Patriots, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Et en plus de ça, j'ai trouvé que sur certaines actions, c'est des highlights, c'est sûr, mais sur certains highlights, j'ai pas trop aimé son comportement d'essayer de blesser les autres joueurs. Et je comprends pas du tout parce que je vois pas l'intérêt de ce move-là. On a, si je dis pas de bêtises, CJ Beathard en quarterback 2 je crois qu'il a starté un match où un match et je crois que le suivant c'était de nouveau Lawrence, qui est pas non plus le plus extraordinaire des quarterbacks, mais qui dans notre système, il dépanne en fait. Voilà, clairement c'est un quarterback 2, ça dépanne. Et finalement là, t'es en train de lui m'envoyer le message que finalement on va te mettre un autre entre guillemets hype quarterback parce que dans le sens il a été drafté haut, c'est plus dans ce sens-là, dans les pattes. Pourquoi faire ? On sait pas. Le message, c'est en gros on va te mettre de la concurrence, pour un quarterback 2, pourquoi faire ? Et en plus de ça, lâcher un pick. Certes, je dis pas que un 6e ou 7e tour c'est très important dans une draft, mais vu que tu peux trouver des pépites à chaque tour et potentiellement monter un package entre tes 2 picks du 7e choix pour monter au 4e par exemple, c'est peut-être un pick qui nous aurait manqué sur cette draft. Bon, juste que Trent Baalke a fait des picks. Bon, j'ai envie de te dire, c'est pas grand chose, hein. Mais c'est plus en fait, j'ai l'impression que ça va dans dans le moule de toutes les autres décisions que je comprends pas de Trent Baalke. Tu vois, Zay Jones, comment on en a parlé tout à l'heure. Williams. Ouais, merci. Darius Williams. D'autres moves, il y avait sur la defensive line, il y avait Dawen Smoot qui, pour les fans, était un joueur très apprécié parce qu'il mouillait le maillot, parce qu'il est là depuis longtemps, parce qu'il a connu les périodes de vache maigre avec Urban Meyer, tout ça, on laisse partir, alors qu'il coûte pas grand chose. Enfin, il y a plein de décisions comme ça où c'est pas très compréhensible. Après, c'est le business. Ouais. Peut-être que du coup en fait ça libère un peu d'espace, ils ont vu quelque chose chez Mac Jones que moi je vois pas parce que je regarde pas les Patriots. Tu te dis que t'essayes, ça te coûte pas grand chose. Moi j'aurais compris si CJ Beathard il avait 34 ans par exemple. Là exactement. Il en a que 30. Exactement. J'étais un peu surpris en regardant ça. Je pense vraiment. Hein. Moi Beathard j'ai l'impression que j'en entends parler depuis tout le temps. En fait ça c'est ces QB qui ont des noms un peu pas de backup de QB, exactement. Backup QB. Et tu te dis, en fait, oui, lui, il est là depuis très longtemps, quoi. Tu te dis, ouais, il était backup de Peyton Manning, de Dan Marino, enfin voilà, il était backup de tout le monde. C'était pas forcément le cas. On va pouvoir parler de la draft, du coup, puisque à la draft, je vais énoncer les différents picks. Au 23e pick du premier round, vous avez récupéré Brian Thomas, un receveur de LSU. Vous avez continué à LSU au 2e tour avec un defensive tackle, Mason Smith. Au 3e tour, un cornerback, on en parlait tout à l'heure, Jarian Jones de Florida State. Au 4e tour, 2 picks, Javon Foster, offensive tackle, et Jordan Jefferson, defensive tackle. Au 5e tour, 2 picks, DeAndre Prince, cornerback, et Raylan Robinson, running back. Au 6e tour, un kicker, Cam Little. Et au 7e tour, un defensive end, Miles Cole. Anto, je te laisse la main.
Qu'est-ce que t'as pensé de cette draft? Est-ce que t'as des moves au niveau de cette draft que tu as aimé particulièrement? Le problème, c'est que avec la free agency très bling bling, on redescend en pression avec la draft du côté des Jags, en lisant, en écoutant, en épluchant tous les médias. J'étais pas enthousiasmé. Bon, déjà, ils sont restés très sud des États-Unis. Ils n'ont pas voulu monter dans le nord. Après, c'est pas plus mal, hein. Il y a des très bonnes universités dans le sud, donc pourquoi pas. Et bah ouais, moi, mon pic, bah je vais pas faire de suspense, mais bah c'est Brian Thomas Jr. Mon draft pick coup de cœur, on va dire, parce que c'était un besoin. Pour le coup, Brian Thomas, de ce que j'en ai vu, il sort d'un fameux trio, hein, du côté des LSU avec Jaden Daniels et puis Malik Neighbors. Donc ces deux-là, et surtout Neighbors, du coup, pour le coup, qui joue au même poste que lui a sûrement fait un peu d'ombre. Mais j'aime beaucoup au niveau de son gabarit très physique, mais aussi très explosif. Dans son jeu sur la verticalité, justement, en plus avec tu t'en parlais tout à l'heure, Alex, avec Gabe Davis, il y a moyen d'avoir des big plays, d'avoir de l'ouverture dans le jeu, dans la vision des passes pour Trevor Lawrence. Ah bah là, tu tentes des Hail Mary, t'es bien. Ouais, voilà, il y a moyen que 1/2 ça passe, donc c'est plutôt un bon ratio. Donc j'aime beaucoup. Et puis aussi, il s'est bloqué. Donc ça peut toujours être intéressant pour faire un écran, bah, soit pour son quarterback, soit pour son running back à la course. Et puis son état d'esprit aussi, c'est un mec qui se donne à fond sur le terrain, qui est 100% positif, qui donne tout. Je pense que ça fera du bien aussi de ce côté-là. Et c'était un vrai need du côté des Jaguars d'épaissir un peu cette room de receveurs. Et avec le temps, il pourrait vite s'imposer comme étant le receveur 2, voire 1 peut-être. Sûrement un, Ouais. tu prends un receveur au premier tour, en général t'as envie que ce soit un 1. Moi je rejoins ce que tu dis, j'aime le joueur, j'aime le pick, mais j'aime pas pourquoi est-ce que j'aime le pick. En fait j'ai du mal avec le fait que le besoin il a été créé pendant cette intersaison il y a besoin d'un receveur. Je trouve ça dommage parce qu'au début de l'intersaison je me serais pas dit bah en fait les Jaguars ils vont se prendre un receveur au premier tour et on sera content. Après la free agency, oui. Dommage parce qu'il y avait des bons corners dont il y avait besoin, je pense. Ils étaient tous dispo encore. Je pense qu'il y avait moyen de faire quelque chose, ou alors tu descends et t'en prends un des trois. Enfin, il y avait un consensus dans ce qu'on entend au niveau des différents épisodes qu'on fait, qui étaient comment il s'appelle, Quinion Mitchell, Cooper DeJean et Kool-Aid McKinstry, qui avaient l'air d'être les trois corners qui faisaient plaisir à peu près tout le monde. Je me dis là, tu vois, si tu descends, ou alors que tu prends carrément celui que tu veux, plutôt que de prendre le 4e receveur off the board à ce moment-là. Ça veut pas dire qu'il est mauvais, mais bon, voilà. Dommage que ce besoin ait été créé à cet endroit-là. Voilà. Je me dis si tu gardes Zay Jones, est-ce que tu prends pas un corner ici et ensuite tu prends un receveur, un de ceux qui tombent lors de la flopée de receveurs qui tombent au 2e tour, sachant qu'il y aurait toujours eu un Adonai Mitchell par exemple qui était dispo au pick 48. Voilà. Après, avec des si, hein, comme on a dit tout à l'heure, on refait le monde. Mais voilà comment j'aurais aimé cette partie-là si la free agency s'était passée différemment. Elle s'est passée comme ça, donc ce choix de Brian Thomas, je l'aime bien. Mais voilà, pour expliquer un peu mon ressenti là-dessus. Antoine, t'en penses quoi toi Est-ce que t'as un choix que t'aimes bien, est-ce que t'as un choix que t'aimes pas Voilà, comment est-ce que t'as ressenti cette draft? Bah en fait le truc c'est que je vais arrêter de parler parce que finalement Anto à chaque fois il résume ma pensée, donc je vais vraiment plus dire. Non, en fait je suis complètement d'accord avec Anto sur Brian Thomas. Moi c'est vraiment c'est pas forcément le poste que j'aurais ciblé, mais vu qu'on a un receveur je suis content que ça soit lui parce que je considère que c'est celui qui me paraissait un peu bah du coup je suis
Sur Twitter, il y a LSU France, donc qui est tenu par un ami à moi, et il a pu m'en parler. Juste, on peut en parler. Il a fait l'épisode avec les Commanders, du coup, qui est sorti, voilà. qui est sorti quand? C'était l'épisode dernier, Ryan, qui a parlé de français, des Commanders. Voilà. Et Ryan a pu me parler, pas spécifiquement de Brian Thomas, mais plus des autres. Et donc, du coup, là, j'ai commencé par le positif, Brian Thomas, et je vais basculer du côté négatif, où les choix que j'aime pas trop, en fait, je vais pas dire tout le reste, parce que ça serait pas vrai, mais le deuxième tour, prendre un defensive tackle, et si j'ai bien compris, et si je me rappelle bien ce que m'a dit Ryan, qui mérite qu'on le laisse progresser à son rythme, c'est pas lui donner sa chance de le prendre au second tour. En plus, apparemment, il est un peu brut de décoffrage, donc il a besoin de progresser, il a besoin de travailler. Et sauf que là, en fait, finalement, tu le prends, mais est-ce qu'il aura le temps? C'est pas sûr. Je crois, si je dis pas de bêtises, qu'on prend un autre defensive line de LSU. Je te dis, mais pourquoi faire? Pourquoi t'en prends deux? Déjà, pourquoi t'en prends un finalement, puisque tu as signé Arik Armstead. Donc finalement, t'as pas forcément de besoin à ce poste-là, c'est plus en edge. Si c'était un defensive line, à la limite, moi j'aurais préféré sur l'extérieur. Le pick que je trouve pas trop mal, c'était le Javon Foster, parce qu'on n'a jamais trop besoin d'offensive line. Mais le reste, si moi peut-être le pick que je comprends le moins, mais d'un autre côté je le comprends, c'est le running back de Texas qui a dû avoir, si je dis pas de bêtises, 20 portées dans toute sa carrière. Je le comprends pas parce que ça n'a pas de sens, mais d'un côté je le comprends parce que systématiquement à chaque draft, Trent Baalke prend un running back. Il n'a jamais pas pris de running back. Donc en fait je sais ce qu'il fait, mais d'un côté je suis complètement pas d'accord. Déjà de une, prendre un running back alors qu'on a quasiment 2 running backs, voire 3 qui sont assurés de jouer, puisque finalement Ernest Jones et je sais plus qui y avait derrière lui. C'est Tank Bixby. Ouais, Tank Bixby, à la limite, Tank Bixby, des fois, il ratait tellement de blocs que je me dis, bon, avec une compensation, enfin une compétition avec lui, pourquoi pas. Mais les deux premiers, ils sont assurés de jouer. Pourquoi faire? Donc du coup, tu caches un pic. Le kicker, ça va. Ça, je me dis, bon, il en faut un, on en avait pas trop, bon, ok, pourquoi pas. Alors le reste, le cornerback de FSU au 3e tour. Je peux pas dire parce que j'arrive pas trop forcément à regarder du college football parce que j'ai pas trop le temps. Déjà que la NFL j'ai du mal, mais donc je peux pas me prononcer, mais des échos que j'ai de Ryan et de toutes les membres de mes potes de The Trick Play, c'est pas ça non plus. Ça fait beaucoup en fait. Au premier tour, je me suis dit c'est bon, c'est pas le poste, mais bon, c'est Brian Thomas. Pourquoi pas? Pierre de Bills France le voulait. Je me suis dit si tu le veux, c'est que c'est intéressant du coup. En fait, finalement, c'est potentiellement tu prives un adversaire direct d'un joueur qui potentiellement il était intéressé par ce joueur. Pourquoi pas? Alors le reste derrière, c'est dramatique, mais j'espère qu'un jour Trent Baalke me donnera tort. Pour l'instant, j'ai aimé la draft de Lawrence, de Etienne un peu, même si c'est un running back, je suis pas fan, mais bon, le joueur est quand même pas trop mal. Mais le reste des joueurs draftés, ça... vu son historique sur les dernières années et ses années à San Francisco, ça incite pas à l'optimisme sur la réussite de ses choix de draft 2024. Et ça m'embête un peu parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est justement dans ces années-là, dans cette année, dans celle d'après, où ça va être charnière de pouvoir bien entourer Trevor, parce qu'il va soit commencer son nouveau contrat, soit finir son contrat rookie. Donc c'est là que tu as une fenêtre d'opportunité pour mettre des armes autour de Trevor et de renforcer la défense et de mettre un vrai gros roster, une espèce de, ça s'appelle dead, pour pousser vers le haut Trevor et que lui aussi pousse toute l'équipe vers le haut. Et finalement, quand tu vois la draft après, je vais pas dire que ça me désespère parce que c'est pas non plus la pire draft de l'histoire, clairement, mais il y en a compris, comment il s'appelle, Ryan Leaf ou je sais pas qui avant Peyton Manning, mais
c'est pas bon, quoi. C'est pas, après, c'est que mon avis. Je suis que fan, je suis pas un expert draft, mais de ce que j'ai entendu de mes collègues qui, eux, suivent assidûment la NTA et qui font des scootings et tout ça, elle est pas bonne, cette draft. Et même si je suis pas la NCA, je suis quand même assez grand pour lire des feuilles de stats, et quand je vois que le running back qu'on a drafté à Texas, il a, je dis pas des bêtises, 400 yards en 3 années universitaires, il faut pas sortir de Saint-Cyr pour savoir que c'est pas bon, en fait, tu vois. Donc voilà, c'est que mon avis, je suis assez pessimiste, mais je me dis qu'à force des années, je le suis, parce qu'en fait, je me dis que comme ça, je suis pas déçu. Et j'aimerais être positif, mais là, j'ai un peu de mal entre la free agency où il y a des bons choix que je trouve et d'autres qui sont pas compréhensibles. Finalement, là, c'est l'inverse. Il y a plus de choix incompréhensibles que de bons choix. Donc, mis bout à bout, ça fait pas une situation qui me pousse à l'optimisme, on va dire que ça comme ça. Un peu compliqué. Anto, est-ce que toi t'as d'autres moves pour que t'aimes pas trop? Parce que t'as parlé de Brian Thomas, mais est-ce que t'as un truc en particulier que t'aimes pas? Ouais, non, je suis d'accord au niveau des deux cornerbacks. Je pense que vous aviez du coup, comme je le disais tout à l'heure, un besoin et ce que disait The Trick Play justement, et on les salue. C'est pas ce qui va faire step up la couverture aérienne. Du coup, je vois pas trop les moves et l'impact. Et pour revenir, parce que moi c'était celui que j'avais mis en déception aussi. Alors c'est vrai que le Kalen Robinson, justement le running back, je crois qu'il a surtout été actif et utile au niveau des coupés d'engagement. Et alors on le sait, donc en plus tout à l'heure Alex, tu l'as souligné aussi avec Duvernay. L'année prochaine, du coup, il y a la nouvelle règle en NFL avec les coups de pied d'engagement qui devrait redynamiser un peu le jeu à ce niveau-là. Donc il y aura l'importance, mais ouais, pourquoi pas un running back, parce que bah moi en fait, à part Etienne, derrière c'est un peu le désert, parce que tu disais alors Tank Bixby, pardon, l'année dernière, il a pas encore montré. Je sais plus quel niveau il est. D'Ernest Johnson, l'autre. Ouais, et d'Ernest Johnson aussi. Il a pas montré. Et il faut savoir, Etienne, l'année dernière, c'est le 4e running back qui a joué le plus d'actions au sol. Et on sait, il faut protéger son running back, parce que c'est fini cette période d'un running back buffle tel Derrick Henry qui écrase tout et qu'on use jusqu'à la moelle. Etienne, il a 24 ans, il a du talent. Il sera running back numéro 1 des Jaguars encore pendant plusieurs années, je l'espère. Il apporte vraiment quelque chose. Il y a une bonne connectivité en plus avec Lawrence. Mais du coup, je pense que il a besoin d'être soutenu et de pas autant porter de ballons durant la saison. Pour pas le faire lâcher au bout d'un moment, parce que pour l'instant il est jeune, il est en forme, il est à fond, donc ça va, mais les années vont passer, les coups vont passer, les actions vont passer et ça va commencer à peser, et si c'est pour le cramer, moi je préfère qu'il joue un peu moins, mais de le garder en forme 1, 2, voire 3 saisons en plus. Moi, je suis d'accord avec toi, c'est juste... en fait, je suis d'accord sur le principe d'avoir ce joueur-là. Moi, c'est juste le drafter qui me pose plus problème, parce que finalement, moi, c'est un joueur que j'adorais vraiment, poste de running back, c'était James Robinson, qui est parti aux Jets. Et James Robinson, on l'a eu en undrafted free agent. Et je me dis que potentiellement, ce joueur de Texas, il aurait été disponible en free agent. C'est pas tant le joueur ou la position, c'est plus le fait de le prendre au 5e tour, où potentiellement, tu avais peut-être un cornerback qui était peut-être, j'ai pas le draft board, je suis pas expert, mais peut-être qu'un cornerback ou un edge un petit peu plus intéressant, t'aurais pu le prendre à la place et prendre le running back de Texas en un drafted free agent ou au 7e tour en disant ok mec, je te veux absolument. 5e tour, pour moi il restait encore des joueurs, dans ce que j'ai compris des différents articles que j'ai lus, il restait quand même des joueurs qui pouvaient contribuer à un roster NFL. Et je me dis que là, finalement, j'espère vraiment qu'il va contribuer sur équipe spéciale, parce que finalement, si tu contribues pas, et que tu contribues pas non plus à aider Etienne à se reposer,
c'est pas un choix gâché, parce que c'est pas des choix gâchés, mais c'est un choix que t'aurais pu éviter de faire. Et c'est ce côté 5e tour drafté qui me pèse plus que vraiment le joueur en tant que tel, sa production à la fac ou son poste. C'est vraiment le côté en 5e tour, peut-être que t'as un corner qui est bon, qui peut te faire backup de comment ça s'appelle, d'un deuxième de backup d'un safety, backup d'un slot, quoi que ce soit. Sauf que là, finalement, tu prends un mec sur une position où tu sais pas s'il va jouer en fait, parce que Etienne, tant qu'il se blesse pas, bah t'as besoin de lui. Moi, je trouve que Ernest, j'ai dit quoi, c'est Johnson, c'est Johnson. Ouais, voilà, c'est ça, Johnson. Pour le peu que j'ai vu, c'était pas si mal. Dans le sens, effectivement, il a pas forcément prouvé, mais c'est un peu comme si j'ai Bétard, c'est pas forcément flashy, mais sur un match ou deux, il peut faire le taf. Et je me dis, Bixby, bah déjà, il a été pris, alors que l'année d'avant, on avait aussi pris un running back, il lui a piqué la place, bon. Et là, ça va faire la même chose. Donc en fait, tous les ans, tu vas drafter ton running back 3. Moi, je trouve pas ça un peu bête, en fait. Autant, on l'aurait pris au 7e tour, en free agent, y a pas de souci. Vraiment, là, j'aurais dit, bon, bah, c'est pas grave. Mais 5e, franchement, c'est plus ce côté-là qui me chagrine un peu, tu vois. Après, c'est que le deuxième choix du 5e tour, effectivement. Mais, tu vois, il y avait enfin, c'est malheureux de dire ça à cette période de la carrière de Trevor, mais il y a quand même encore beaucoup de trous dans le roster. C'est pas normal, parce que normalement, on devrait avoir eu suffisamment de choix de draft bons pour que le roster soit plus équilibré et meilleur. Mais il y a beaucoup de trous encore, et finalement, moi je trouve que tu te gâches et tu t'empêches la possibilité de choisir un joueur qui va peut-être plus contribuer qu'un running back. Après, ça reste comme mon avis. Et c'est plus, je te dis, le côté choisi au 5e tour que vraiment le poste ou le joueur en lui-même, tu vois. Moi, je vais rajouter un truc sur la partie draft qui m'a un peu moins plu, et après on pourra passer à la suite et la partie 2024 un peu plus, parce qu'on a déjà compris que les différents besoins n'ont pas forcément été tous comblés lors de cette intersaison. Vous en avez parlé un petit peu, mais moi, prendre deux joueurs de la même franchise, enfin du même collège au même poste, dont un 2e tour, tu prends ton 2e et ton 4e tour au même poste de la même franchise, je me dis, oula, si tu prends au 7e son collègue en te disant, bon, il a bien joué avec, s'il perce, bah en fait il peut nous amener l'autre à un top niveau, cool. Là j'ai l'impression limite qu'ils prennent le joueur au 4e tour. Tu sais, quand ils ont fait la draft, on dirait ils se sont dit, on va prendre lui au 4e, donc on va prendre lui au 2e, parce que sinon on va le rater, on peut pas cumuler les deux ensemble. C'est un peu bizarre. En plus, vous parliez du fait que c'était un projet notamment, donc c'est un peu tôt, je trouve, pour prendre le 2e du même poste, parce que sur tes 5 premiers tours, tu sais que t'en as un où il va pas forcément réussir. Tu te dis, voilà. Alors, encore une fois, moi, le foot universitaire, c'est pas mon dada, mais j'imagine que si t'en prends 2, c'est que la défense était pas mauvaise. Donc t'en prends 2 en te disant, je sais pas lequel est le bon, on prend. Et ça, ce panic move au niveau d'une draft où t'as le temps d'étudier, bah, je trouve ça dur. Après, si on avait dit ça au moment de la draft de DK Metcalf et AJ Brown en disant ils sont bons à la passe, on va prendre les 2 receveurs, il y en a un qui va marcher, bah aujourd'hui t'es content et tu t'en frottes les mains, mais voilà, c'est pas le même délire non plus. Ouais, je trouve que du coup la position justement qu'ils occupent tous les deux, c'est peut-être un peu plus délicat à mettre en place que 2 receveurs, où du coup tu sais que évidemment. 2 receveurs, t'as un peu plus de possibilités de les faire jouer ensemble. Là, moi, d'un point de vue extérieur, même en tant que fan, ce que ça dit, c'est un peu ah merde, le premier choix, je me suis trompé. Bah en fait, c'était l'autre que je voulais prendre. Totalement. Bah non, mec, ouais. c'est pas. Et d'un autre côté, moi, je serais alors attends que je retrouve ma note. Je serais Mason Smith, du coup, celui qui a été choisi au 2e tour. Je le prendrais pas forcément bien dans le sens où, en gros, on te prend. Mais d'un autre côté, on prend aussi le mec qui potentiellement veut te piquer ta place, a pu te piquer ta place à LSU, au 4e tour. Donc en fait, en gros, c'est genre, on te pique, enfin on te prend, mais d'un autre côté, on prend aussi le mec avec qui tu t'es battu toute l'année pour gagner ta place de titulaire,
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu me fais pas confiance, tu me prends, mais tu me fais pas confiance finalement. Parce que du coup, tu considères que le mec qui m'a cassé les noix pendant 4 ans, ou 3 ans, parce que du coup, forcément, il voulait aussi être titulaire en même temps que moi. Je schématise parce que si Ouais, ça se bien trouve, sûr. ils jouaient côte à côte, hein. Mais potentiellement, ils ont pu se battre pour une place. Bah, tu prends ce mec-là. Mais ça veut dire quoi le message que t'envoies en plus ton second tour, enfin ton Ouais, c'est deuxième ça. tour. Ouais. C'est quoi enfin pour moi, hein, mais c'est ma psychologie. Le message que t'envoies, c'est pas bon. En fait, tu prendrais parce que apparemment Trent Baalke adore la SEC, Ah, visiblement. la conférence de Southeast. Et je te dis mais si à la limite tu prends un mec d'Alabama ou une autre équipe de SEC, bon, et ils se battent dans le sens à distance. Et ils peuvent se charrier en plus, tu vois. Mais Ça te met un là délire. tu prends les deux mecs qui à l'entraînement pendant des années et des mois et des semaines se sont peut-être battus pour la même place de titulaire. Mais ça veut dire qu'il y en a un des deux, il va dire quoi? Il va dire bah attends, pourquoi je suis, enfin, moi, le message pour moi il est pas bon en fait, il est pas compréhensible. Mais ça c'est un point que j'arrête pas de répéter depuis tout à l'heure. C'est pas compréhensible de mon point de vue. Certains choix, certaines décisions, le, c'est juste de la psychologie de bas étage. Mais tu prends un mec et son concurrent quoi, et tu dis oh bah ça va le faire. Bah non, non ça va pas le faire. Et surtout, en plus de ça, moi ce qui me dérange aussi c'est defensive tackle, c'est pas un besoin. C'est la defensive line, c'est un besoin, effectivement, mais au combien ça, à l'extérieur, à l'intérieur, tu viens de signer Arik Armstead. Bon bref, vous avez compris, je sais pas le dire son nom. Lui, il y a potentiellement Trevon Walker qui peut glisser à l'intérieur. T'as des mecs comme ça. Là, pourquoi faire en fait? Et bref, et c'est pas, moi je comprends pas en fait. Donc autant il y a des choix en quatrième, cinquième tour, le running back de Texas. Bon, je comprends pas, mais bon à la limite. Mais là ton deuxième tour, Ouais, ça fait un peu non, beaucoup là. non, ça, ouais en fait c'est ça, c'est l'accumulation de trucs. Ça fait le deuxième tour plus le quatrième plus. Non, en fait, tu vois, en fait en général, moi je trouve que les GM en général ils font des dingueries, mais ils en font peut-être une ou deux par draft. Lui, il fait une dinguerie tous les 3 tours, peut-être pas par tour, mais tous les 2-3 tours, il fait une dinguerie. Ouais. Et des fois, il fait 2 dingueries dans le même tour. Genre tour 5, là, il fait 2 dingueries. Enfin, bref, c'est Trent Baalke. Voilà. Vous comprendrez que je le porte pas forcément dans mon cœur. Je comprends totalement. Et ben écoute, on va pouvoir aller se projeter vers la saison 2024. Pour ce planning, vous avez une bye week en semaine 12. Avant ça, vous commencez la saison contre les Dolphins. On verra si vous jouez ce match-là ou en semaine 12, hein, parce que avec la saison des ouragans, jouer en Floride en début comment dire, de calendrier, c'est toujours compliqué. Donc Miami pour démarrer, Cleveland, les Bills, les Texans, les Colts, Chicago, vous jouez à Londres. Ouais, c'est ça. C'est Et les Patriots, vous jouez aussi à Londres. aussi. Ok, bah c'est bien, ça va vous faire un petit voyage groupé. Lastminute.com, vous serez bien. Et puis voilà, donc Chicago, New England. Ensuite, vous revenez contre les Packers. Ensuite, les Eagles, les Vikings et les Lions. Bye week. Et ensuite, on arrive un peu plus au sein de la division avec Texans, Titans, les Jets, les Riders. Et on finit avec Titans et les Colts. Voilà le planning. Alors, je vais donner mon avis et ensuite je vous laisserai parler. Je trouve que la première partie de saison est pas affreuse, mais presque. Et la deuxième partie de saison est beaucoup plus légère. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que les matchs compliqués, bah, vous les jouez aux États-Unis, et les matchs simples, vous allez vous les farcir à Londres. Ce qui est un peu chiant pour un calendrier. Anto, qu'est-ce que t'en penses toi de cette équipe pendant que je calcule un nombre de victoires pour la saison prochaine? Bah écoute, ouais, moi je te rejoins. Déjà la bye week, elle arrive quand même relativement tard, en semaine 12. 2 matchs à Londres, donc il y a tout souci de déplacement, de décalage horaire et tout. Bien que les Jaguars commencent à être habitués depuis 2013, hein, ils font ça, je crois, tous les ans. Ça doit être 2013 ou 2012. Je crois que c'est 2013, ouais. Ouais, 2013. En plus, les 2 matchs qui tombent en plein milieu de votre grand rush de 12 semaines. Pour moi aussi, je rejoins Alex. Première partie de saison, donc jusqu'à la bye week, plutôt relevée,
peut-être piège. On va voir, justement, on va voir, c'est très bien. Ça va faire un bon test pour les Jaguars, voir s'ils ont le mental pour surmonter ça. C'est pour moi, vous arrivez à la bye week soit avec un score désastreux, soit avec un score positif et honorable. Et après la bye week, ouais, ça se calme. Et là, vous allez pouvoir finir tranquillement la saison. J'avais mis, alors moi personnellement, je crois que je vous avais mis un 9-8. Je sais plus ce que j'avais calculé, je sais plus ce que j'avais mis en victoire. À noter, ah oui, parce qu'en plus tu l'avais dit, Alex, dans un autre podcast, j'ai oublié, parce que c'est vrai qu'à chaque fois j'en parle, vous avez fait 4-2 en victoire en division la saison dernière. Je pense que ce serait bien de refaire ça parce que vous avez quand même une division qui est de plus en plus relevée. Du coup, ça serait intéressant de rester sur les mêmes bases, une base positive pour montrer que vous êtes là dans la division et que vous n'êtes pas là pour rigoler. Mais ouais, moi je vous vois sur un 9-8, donc je vous vois en positif. Mais ouais, la première partie de saison, moi, elle me laisse perplexe. Ça peut être tout noir. Vous pouvez arriver pour moi, vous pouvez arriver à Londres sur un 1-4, hein, par exemple. Ouais, Ça pour moi, m'étonnerait pas, hein. j'aurais du mal à voir 4 défaites de suite pour démarrer la saison. Mais si Ouais. ça arrive, je serais pas surpris non plus. C'est des matchs compliqués avec 3 matchs à l'extérieur. Et le match que tu joues chez toi, c'est Cleveland. Bon, pas le plus simple. Moi, quand je fais les calculs, la deuxième partie de saison me donne de l'espoir. Et j'ai du mal à me dire juste... cette équipe est plus forte, 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 ça fait 4 défaites. Je me dis, il y en a forcément un ou deux. C'est un peu une histoire de pourcentage, j'ai l'impression. Bon, ok, tu vas peut-être perdre celui-là de quelque peu, donc tu vas peut-être gagner celui-là un peu. Enfin, donc voilà. Donc, je me dis, je serais pas surpris que vous arriviez en quoi 4-7 à la baille, et ça me surprendrait pas que vous fassiez une deuxième partie de saison cool, et que vous arriviez en 9-8, comme disait Anto. Ça me surprendrait pas. Donc si troisième 9-8 consécutif me semble dans le realm des possibilities, comme on dit. Mais voilà, si vous faites 8-9 ou 7-10, je serais pas surpris également. Antoine? Du coup, ça va être un 3 à la suite, parce que au vu de ce que tu m'as dit, quand t'as annoncé le calendrier, j'étais un peu en train de réfléchir. Et à la fin, j'arrivais aux alentours de 9 victoires aussi, parce que les 4 premières semaines, j'avais du mal à me dire qu'on avait une grande chance de l'emporter, même si je me dis qu'on va en remporter un des 4 à l'arrache ou quoi que ce soit, parce que soit les Bills, soit les Texans, ils vont nous prendre un peu de haut. Par contre, j'ai plus d'espoir sur les matchs de Londres, puisque comme Anto l'a dit, il y a plus d'habitude de notre côté. Donc tout ce qui est jet lag, tout ce qui est habitude de voyage, habitude d'arriver sur place, de repartir, tout ça, c'est plutôt de notre côté. Et au vu des équipes aussi, hein, clairement, on va pas se mentir, Chicago et New England, j'ai un peu plus d'espoir. Je suis pas forcément d'accord avec vous dans le sens où c'est plus facile la suite, parce que je m'attends toujours à des matchs un peu chiants, pour parler vulgairement, contre les équipes de division. On se frappe 2 fois Tennessee, une fois Indianapolis et une fois Houston. Donc ça peut faire donner l'impression que c'est un peu plus facile. Moi, je me dis que c'est un peu plus équilibré entre avant et après la bye. Pour moi, on va réussir à en piquer un ou deux avant la bye, en tant que outsider. En piquer, je sais pas moi, un truc à la noix à Philly, gagner aux Eagles alors que personne ne s'y attend, parce que je trouve qu'on est capable de le faire. Et pourtant paumé contre les Jets par exemple, même si il y a Rodgers maintenant. Et du coup, mis bout à bout, en fait, je m'attends à ce qu'on fasse 9 ou 10 victoires, 10 en étant très optimiste. 9-8, ça me dérangerait pas si il y a quand même si on retrouve pas le 9-8 de l'année dernière, s'il y a pas, si c'est une espèce de constance dans tous les matchs, si on se fait pas détruire par tous nos adversaires et qu'on détruit pas nos adversaires, si on reste un peu dans le match jusqu'au bout de tous les matchs, si on est vraiment constant,
et ben même ce bilan de 9-8 qui est pas non plus forcément extraordinaire, bah ça me dérangerait moins. En fait, je préfère limite avoir peut-être un 9-8 où on reste collé à l'adversaire et on voit pas une grande différence avec l'adversaire, plutôt que on fait un 10-6 ou un 11-5 et finalement on prend 3 branlées et on en met 2 quoi. Donc mais dans tous les cas, je pense pas qu'on ait le roster pour faire plus que 10 ou 11. Donc 11 c'est pour moi impossible. Donc je me dis 9-8 parce qu'on a montré que même si on n'avait pas forcément de constance, on a quand même réussi à terminer en positif. Au niveau, vous en avez pas parlé, mais moi j'espère pour la progression de la franchise qu'on puisse accrocher un spot de playoff à la fin. À 9-8, ça me paraît compliqué quand même, parce que en AFC c'est quand même bien chargé. Mais je me dis que si on peut l'accrocher à la dernière journée comme en 2022, je signe quand même. Mais encore une fois, je vais pas me contredire par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Si on ne le mérite pas, autant qu'on n'y aille pas. Clairement, si c'est pour faire une Seahawks, je sais plus quelle année, où ils y vont à 7-9, franchement non. Mais d'un autre côté, j'ai toujours l'espoir de dire on est en playoff, c'est bien, ça fait un match de plus des Jaguars, mais ouais, un petit dernier spot de playoff à 9-8, moi ce serait une saison qui pour moi serait déjà au moins réussie. Top. Eh ben écoute, ça va. Sur ces belles paroles, on va pouvoir conclure cet épisode. Merci beaucoup Antoine d'avoir fait cet épisode. Merci à vous de l'invitation. C'était très cool. Si vous avez envie de suivre Antoine et l'actualité des Jaguars, vous pouvez le suivre @Jaguars France sur Twitter. N'hésitez pas. Voilà, pas de live tweet comme tu l'as dit, mais l'actualité quand même. Et voilà, donc n'hésitez surtout pas à aller le suivre. Anto, merci également d'avoir fait l'épisode avec nous. Merci à toi, et petite parenthèse quand même, parce qu'on est bien lourd maintenant sur ça, mais Alex, allez voir, si vous êtes moniteur ou monitrice de colo, forcez tous vos gamins à aller regarder l'épisode sur les Packers, parce que faut que Big s'inscrive sur Twitter, et il faut faire péter le nombre de vues sur l'épisode des Packers. Tu fais bien. Voilà, donc épisode des Packers qui est sorti au moment où vous écoutez cet épisode, il y a 4 jours. Donc voilà, n'hésitez pas, mettez une petite vue YouTube, ça nous fait plaisir, et puis voilà. Mais aujourd'hui, c'était les Jaguars, et dans 2 jours, on parlera des Detroit Lions, et ce sera un épisode qu'on fera entre nous, cette fois-ci. Donc voilà, on a hâte d'en parler. Ce sera très cool, vous retrouverez pas mal de monde de chez nous au niveau du podcast. Antoine, encore une fois, merci. Anto également. Merci à vous. Merci. Je souhaite à tous une bonne journée, bonne fin de journée, bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez et ou regardez ce podcast. Et vive le football.